Et on accueille dans le grand dossier Frédéric Souillot. Merci d'être avec nous, secrétaire général de Force ouvrière. Peut-être une réaction sur ce qu'on vient d'entendre de la ministre chargée des comptes publics concernant les hauts revenus dont on n'a pas beaucoup parlé encore. En fait, je vais reprendre ce qu'a expliqué le Premier ministre hier en disant c'est du donnant-donnant. Mais c'est pas du donnant-donnant pour tous. C'est d'abord du donnant-donnant pour les travailleurs, les plus précaires, les demandeurs d'emploi. Ce sont eux qui donnent le plus, selon vous ? Écoutez, sur 44 milliards, enfin 43,8, puis il nous a gratté 200 millions en une heure. Sur 44 milliards, il y a 27 milliards qui sont sur l'assurance santé, sur les 2 jours fériés et sur les travailleurs et les demandeurs d'emploi. Donc le donnant-donnant, c'est pas pour tous. Alors la contribution sur les hauts revenus, il y avait la taxe Zuckman qu'il aurait pu mettre en place, que certains auraient voulu et d'autres non. Sur cette taxe Zuckman et cette... je rappelle que c'est un projet qui consiste à imposer une taxe de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions, avec une assiette très large, puisque ça inclut les biens professionnels, et il y avait un débat justement, un débat sur l'assiette. Vous vous souvenez que l'ISF, à l'époque, n'incluait pas les biens professionnels. Alors, bon, c'est une proposition... Au départ, Zuckman, quand il fait cette proposition, il parle d'une taxe mondiale, comme si tout le monde allait l'appliquer, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et alors, du côté français... effectivement, il y a des débats sur le principe même de la taxe, sur le taux, sur le seuil, avec la question de... Au fond, il y aurait, si on l'appliquait tel que l'a prévu Zuckman, il y aurait 1800 foyers fiscaux concernés. Et la ministre, Madame Montchalin, a dit tout à l'heure, ce matin, je crois, elle a pris l'exemple de la Grande-Bretagne. Moi, je n'ai pas parlé de ce que je ne connais pas, donc je ne connais pas les chiffres sur la Grande-Bretagne. Elle disait qu'en Grande-Bretagne, ce genre de taxe avait provoqué un exil fiscal relativement important, et donc c'est ça que craint le gouvernement, parce qu'on n'a aucune chance de vendre ça à nos voisins européens et a fortiori au plan mondial. Mais les recettes étaient chiffrées environ à 25 milliards. 20 milliards, moi j'ai vu. 20 et 25 milliards. Oui, mais sous des hypothèses que l'assiette ne se déroge pas. Cette contribution... 2,5 milliards rapporte beaucoup moins que prévu. Moi, je crois que on verra le sondage à 22h de Frédéric Dabi. Mais on a hâte de le voir. Oui, je vous assure, parce que non, mais c'est vrai, ça sera très intéressant. C'est effectivement très important de savoir comment les Français vont réagir et se positionner indépendamment des politiques. Oui, il me semble que dans les enquêtes depuis un certain nombre d'années, lorsque vous interrogez les Français, ils sont pas pour faire payer les riches. Ils sont pas vraiment pour faire payer les riches. C'est le slogan de LFI. Par exemple, si c'était vraiment le cas, LFI ferait 40-50%. Ils sont majoritairement pour une réduction des dépenses de l'État et notamment de la masse salariale de l'État, qui coûte, et notamment, ça c'est accablant pour Emmanuel Macron, qui coûte de plus en plus cher. Donc il me semble que dans la mentalité française, certes il y a une passion de l'égalité, mais dans les enquêtes d'opinion, qui sont quand même très sérieuses, ce qu'on entend c'est il faut moins de députés, il faut réduire le train de vie de l'État, à Paris. Alors ça représente pas grand-chose. Non mais les députés c'est très à la marge par rapport... Mais c'est rien en dépenses. Mais ça c'est le manque de culture économique de beaucoup de Français. Mais franchement, faire payer les riches, si c'était la solution, LFI ferait 50%. Alors, oui, Frédéric Dabi, puis après... Oui, rapidement, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Renaud. C'est vrai que la question du train de vie de l'État, les questions qui relèvent du symbole, on se souvient en 95 quand Jacques Chirac, le nouveau président, avait supprimé le GLAM, les avions interministériels, ça avait beaucoup été soutenu. C'est quand même quelque chose d'important. Pour autant, quand un gouvernement donne l'impression de faire des cadeaux aux riches, de favoriser les plus fortunés, ça passe pas. Le bouclier fiscal, juillet 2007, Nicolas Sarkozy l'a vraiment traîné pendant tout son quinquennat en termes de président des riches. Ce type de mesure réactive, ce que j'appelle le clivage gros-petit, qui a été théorisé par Pierre Birnbaum dans son livre « Le peuple contre les gros », toute mesure prise par un gouvernement est vue comme une manière de favoriser les riches. C'est pas on taxe les plus riches, c'est on les aide plus que la masse des travailleurs, les classes moyennes, où 3/4 des Français se positionnent. C'est votre sentiment, Frédéric Souillot, c'est votre sentiment, là, après les annonces? Non, mais le sentiment, est ce que nous revendiquons, nous, à Force ouvrière, c'est l'impôt progressif. Plus vous gagnez, plus vous payez d'impôts. Et qu'on revienne à un consentement à l'impôt. Pas, comme on entend partout, le plus gros problème que l'on a, c'est un problème de recettes, pas un problème de dépenses, on les connaît. Elles sont
prévu, prévisible et parfois jusque 30 ans. Mais enfin, on est accro à la dépense publique, et c'est ce que nous a dit François Bayrou, que c'était devenu une accoutumance comme une drogue. Oui, mais François Bayrou le dit, mais dans le même temps, il nous dit on va supprimer des fonctionnaires, des agents. Alors il nous explique... c'est 3000 agents publics, un sur trois qui ne sera pas remplacé. En 2026. Et après 50 000. Oui, et après 50 000, ça fait 80 000 de moins. Mais il faut plus de services publics de proximité. Il les fait comment et avec quoi? Il y a eu 110 000 créations, il y a eu 110 000 créations de fonctionnaires depuis quelques années. Non, je vous parle pas de création de fonctionnaires. Là, ce que vous me parlez, c'est la loi sur la décentralisation et la déconcentralisation et les embauches de fonctionnaires territoriaux. Oui. Eh bien, c'est à eux qu'on va leur reprocher. On va reprocher aux fonctionnaires territoriaux d'avoir trouvé un emploi ou d'avoir été embauchés. Non mais si, non mais d'accord, mais ah ben non mais moi je il faut bien commencer. Lorsque vous interrogez certains maires, effectivement, ils disent à certains moments, on a besoin d'agents municipaux. D'accord. Bon, mais il faut revoir le statut de ces agents municipaux. Des CDD, pourquoi pas, assouplir. Parce que beaucoup de maires se disent, j'en avais besoin pendant 1 an, mais après, je ne peux plus, pour des raisons économiques, m'en séparer. Il faut revoir tout ça. Alors, on va poursuivre la conversation. Attends, je lui réponds juste un mot. Les raisons économiques, c'est la compensation de l'État aux collectivités territoriales. Maintenant, les maires, on va le voir l'année prochaine au moment des élections municipales. Les contrats à durée déterminée. Je vous interromps, Emmanuel Macron en déplacement à Lourdes, on l'écoute. C'est ce qu'il fallait. Monsieur le Président. Oui, avec Monsieur le maire, Monsieur le préfet, pour 4 ans après, jour pour jour, voir tout ce qui a été fait, les avancées. Il y a 4 ans, vous savez, on avait une crainte énorme, quand, moi je m'en souviens, le Covid était là, durait. Et cette ville qui est la 2e ville hôtelière de notre pays, pour qui évidemment les pèlerinages et le tourisme sont absolument clés, menacée de s'effondrer avec énormément de commerces, d'hôtellerie qui étaient en train de fermer. On a mis en place un plan d'urgence qui a été porté, qui a bâti une vingtaine d'actions. Très large majorité, 3/4 d'entre elles sont largement engagées. On continue le travail. Et je viens ici regarder ce qui a été fait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a retrouvé les chiffres d'avant le Covid. On est aujourd'hui 5 millions de pèlerins et de visiteurs par an. Et je veux saluer l'engagement vraiment sans faille des services de l'État, des préfets successifs, de Monsieur le Préfet, et remercier vraiment Monsieur le maire, parce que la ville a porté ses projets. Et vous avez un maire qui s'est battu, qui n'a jamais baissé les bras, je peux en témoigner, et qui, au moment où la ville était en grande difficulté, a décidé de lui construire un avenir. C'est ça ce plan. Et saluer à nos côtés le département et la région qui ont été là. Le conseiller départemental est là, le conseil régional est à nos côtés aussi. Et donc c'est voilà l'équipe de France qui s'est unie derrière cette ville et derrière un maire pour porter tout cela aux côtés de ses commerçants, de ses hôteliers. Pour ce qui est des annonces qui ont été faites, le Premier ministre a annoncé hier une stratégie de réforme, de transformation du pays qui répond aussi aux besoins qui sont ceux de la France et qui partent d'un constat qui est solide, factuel et lucide. Il y a maintenant tout un travail qui va se poursuivre et qui va le mener avec ses ministres, comme se doit d'ailleurs pour un exercice budgétaire. Il y aura ensuite un travail avec les parlementaires, donc chaque chose en son temps. Mais le Premier ministre, je crois hier, a présenté une stratégie qui est solide, qui est claire et qui repose sur des fondamentaux. Pays. À titre personnel, les 2 jours fériés en moins, ça vous convient? Mais moi, je parle jamais à titre personnel. Vous savez. Mais notamment le 8 mai, je parle comme président de la République. Et évidemment, ça a été un gros travail qu'on a conduit avec le Premier ministre et les ministres. Et je pense que c'est une stratégie solide. En tout cas, à mes yeux, la stratégie dont le pays a besoin, elle consiste à continuer d'accroître la production. Donc tout ce qui permet d'aller vers une réforme supplémentaire de l'assurance chômage, de travailler davantage, va dans le bon sens, parce que quand on regarde les choses, c'est ce dont notre pays a besoin, d'avoir plus de monde au travail. Deuxièmement, c'est de continuer d'accompagner justement la juste rémunération du travail et que les classes moyennes puissent bien vivre de leur travail. Troisièmement, c'est de responsabiliser par des réformes, ce qui est proposé sur l'assurance maladie et autres.
autres, et puis d'avoir un plan solide de simplification, de plus grande efficacité de la dépense publique. Le 8 mai, c'est un jour férié, donc le 8 mai, c'est un jour coupé, s'il vous plaît. La visite, la visite est lourde, s'il vous plaît. Il faut simplement maintenant. Le Premier ministre a été clair, il a été détaillé, c'est un très gros travail des derniers mois avec les ministres. Maintenant, tout ça va se décliner, et je pense qu'il faut qu'on se dise que notre pays doit aller de l'avant. Et moi, ce que j'attends de toutes les forces politiques, c'est qu'elles proposent d'autres idées. Nous sommes un des pays qui a le plus de dépenses publiques en Europe, et le pays qui taxe le plus de l'OCDE. Et donc, si d'autres ont des idées plus intelligentes pour accroître l'activité et pour baisser les économies, le Premier ministre, il les recevra. Voilà. Est-ce que vous pensez que pour surmonter une censure, le Premier ministre doit aussi faire des compromis, y compris en termes de taxation de pluralité? Il a eu raison d'avoir une stratégie claire et de donner le cap pour l'exercice budgétaire et surtout, au-delà de ça, les transformations, parce que le pays a besoin de continuer à se réformer, comme on l'a fait ces dernières années. Et on peut investir quand on réforme. Et donc il faut être lucide sur la situation qui est celle du pays. Et elle impose une action courageuse. Elle n'est pas, si je puis dire, une situation qui est la situation catastrophique que d'autres décrivent. Et en quelque sorte, on a l'impression, quand on écoute parfois le débat public, qu'il faudrait immobilisme, continuons, tout va bien, ou catastrophisme. Non, il y a la lucidité. De son action, de ce qu'on a su faire dans notre société. On a vécu avec les Gilets jaunes, pendant le Covid, au moment de l'inflation. Mais tout ça suppose de continuer les réformes. Parce que quand on regarde de manière lucide notre pays, qu'on le compare aux autres, on prend et donc on réussir à produire davantage. Beaucoup de réformes en ce sens, sur le chômage. On doit rendre la dépense publique plus efficace, simplifier, accélérer, supprimer les doubles. Et qu'on le compare aux autres, on produit moins, donc on doit réussir à produire davantage. Beaucoup de réformes dans ce sens, sur le chômage. On doit rendre la dépense publique plus efficace, simplifier, accélérer, supprimer les doublons, et on doit responsabiliser davantage. Voilà. Donc le cap est donné, maintenant il faut y aller. Voilà pour cette déclaration assez courte d'Emmanuel Macron, qu'on attendait après les propositions de François Bayrou. Arlette, il va dans le sens de ce qu'a proposé François Bayrou. Hein. Oui, il y a une petite chose quand même, c'est qu'il parle du travail, de l'efficacité. Mais alors vous avez remarqué, le côté déficit, c'est pas un sujet qu'évoque le président de la République, parce que il dit que certains présentent la situation comme catastrophique. Bah oui, c'est ce que fait François Bayrou hier. Et la situation catastrophique renvoie aussi en partie à la gestion. Bah oui, à la présidence d'Emmanuel Macron. Vous restez avec nous. Il refuse de répondre sur le 8 mai aussi. Il refuse de répondre sur le 8 mai. C'est un sujet fondamental, puisque si on est dans cette situation, c'est le bilan d'Emmanuel Macron qu'il évite absolument. On continue d'en parler parce que nous, on ne l'évitera pas. Vous restez avec nous dans le grand dossier. À tout de suite. La suite du grand dossier, bien sûr qu'on attend impatiemment à partir de 22h ce sondage, cher Frédéric Dabi, sur ce que pensent les Français des propositions de François Bayrou. Mais on a une réaction qui nous est parvenue il y a quelques instants, que vous avez suivie en direct sur LCI, c'est celle du président Emmanuel Macron, que je vous propose d'écouter. Le Premier ministre a annoncé hier une stratégie de réforme, de transformation du pays qui répond aussi aux besoins qui sont ceux de la France et qui partent d'un constat qui est solide, factuel et lucide. Il y a maintenant tout un travail qui va se poursuivre et qui va le mener avec ses ministres. Christian de Boissieu, voilà, c'est lancé. Arlette Chabot disait, il se garde bien de parler de la spirale infernale de la dépense publique à laquelle il a largement contribué. Il a dit la situation n'est pas catastrophique dans un autre extrait, alors que le Premier ministre hier commence son discours en disant la situation pourrait être catastrophique, et c'est pour ça qu'il parle de la Grèce. La France n'est pas la Grèce de 2010, mais moi j'ai interprété le début de ce qu'a dit François Bayrou hier en disant si on y prend garde, la France pourrait rapidement devenir la Grèce de 2010. Alors, ce qui me frappe, c'est qu'au fond, vous avez deux grands sujets. Le président de la République, il préfère la sortie par le haut, c'est-à-dire il parle d'activité, de production, pour régler une partie des déficits publics. Il ne parle pas, je n'ai pas entendu parler de dette. Bon, c'est pas stop à la dette, lui, c'est en avant la production. Et le Premier ministre, toute la première partie de la présentation hier, c'est comment
une dette qui est possiblement non soutenable dans la durée, la dette française, la dette publique française non soutenable, pourrait redevenir soutenable. Il est là, c'est ça la première partie avec les mesures sur à la fois la réduction des dépenses, l'augmentation de certains impôts. Donc vous avez deux approches qui ne sont pas les mêmes et qui, j'allais dire, qui sont complémentaires. Frédéric Souillot. Je ne sais pas si elles sont complémentaires. Le président de la République, il pourrait assumer le fait que la situation dans laquelle on se trouve, en gros, c'est la facture du quoi qu'il en coûte qui saute à la figure de tout le monde. Et puis, c'est son bilan depuis 2017. Même si François Bayrou avait rappelé hier, avait pris soin de dire, ça fait 50 ans que on est. C'était pas le cas avant, mais là, les Français se sont vraiment habitués à la dépense publique. Pas de budget à l'équilibre depuis 1974. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on parle de temps long, parce que là, on ne parle que de temps court. On a, depuis le quinquennat, on est en élection permanente et on se projette plus. C'est terminé, les grands dossiers. Heureusement que c'est pas aujourd'hui qu'on doit faire le nucléaire ou parler de l'aéronautique ou du lancement des satellites, parce qu'on n'y arriverait pas. Et le temps long, c'est un septennat, là, ça ferait... C'est ça que vous demandez? C'est que c'est trop court? Le quinquennat, c'est trop court, oui. Ouais. Le quinquennat, c'est trop court et plus personne ne se projette. On n'est que sur du temps court et on est en élection permanente. Oui, je trouve que c'est quand même assez intéressant. C'est un vrai tournant dans la relation Bayrou-Macron. On a dit que la relation était dégradée. On sait que François Bayrou s'est peut-être imposé pour accéder à l'hôtel Matignon. Même sûr, je suis quand même prudent parce que c'est pas moi de dire ce qui s'est passé. Mais c'est la première fois explicitement que le président soutient ouvertement son Premier ministre. Il n'a rien dit pour nos Bétarabes, il n'a rien dit au moment de la fin de vie, il a laissé des choses se faire. Au contraire, on sait très bien que le président, face à un Premier ministre très impopulaire et qui peut-être l'entraîner dans sa chute sur le registre de l'inaction, il ne se passe rien, a joué la carte internationale, a joué la distinction par rapport à François Bayrou, a joué la répartition des rôles comme de manière un peu classique sous la Ve République. Là, clairement, ils redeviennent, si je puis dire, un couple exécutif ou un duo. Maintenant, c'est vrai que sur les constats, quand François Bayrou hier a parlé de pronostic vital engagé, quand il a parlé de on est au bord de la falaise, quand il a parlé de malédiction de l'endettement, c'était quand même indirectement et peut-être involontairement une critique, un coup de canif sur les 8 ans passés par Emmanuel Macron à l'Élysée. Oui, ce que dit Frédéric Dabi, c'est vrai qu'il y a, semble-t-il, un tournant entre Emmanuel Macron et ce gouvernement, puisque ces derniers jours, on a vu Emmanuel Macron s'afficher dans la photo de famille gouvernementale avec le gouvernement, ce qu'il n'avait pas fait avec le gouvernement de Michel Barnier. Il y a une volonté d'Emmanuel Macron de soutenir l'action de ce gouvernement. François Bayrou, effectivement, on le sait, hier, s'est rendu à l'Élysée avant sa conférence de presse. Ils ont discuté longtemps, 3 heures, ça a duré. Ils ont discuté longtemps, effectivement, il l'a tenu au courant des derniers arbitrages, notamment liés aux 2 jours fériés. Semble-t-il, Emmanuel Macron était d'accord pour ce jour du 8 mai, même si là, on le voit, lorsqu'il a été interrogé sur le terrain à Lourdes tout à l'heure, il n'a pas souhaité répondre. Mais il y a quelque chose qui rattrape Emmanuel Macron, c'est toujours cette volonté d'être positif. Il se refuse au pessimisme. C'est aussi pour lui la trace qu'il va laisser à l'issue de ces 2 quinquennats. Et effectivement, ces 8 ans et cette dette, c'est aussi la sienne. Et c'est pour cela qu'il veut garder malgré tout la face, rester positif malgré tout, contrairement à François Bayrou. Mais simplement, juste pour revenir, une toute petite chose, c'est Emmanuel Macron ne se gêne jamais de dire ce qu'il pense à son gouvernement. Par exemple, un sujet sur les frères musulmans, lorsqu'il y a eu ce conseil de défense où il a envoyé tout le monde retourner faire ses devoirs parce qu'il n'était pas content de la copie qui lui était rendue. Là, c'est vraiment l'inverse et effectivement, Frédéric Dabi a raison de le souligner. Mais pourquoi cette entente-là? Pourquoi ce couple exécutif Emmanuel Macron qui soutient ce Premier ministre qui est sous la menace d'une censure parce que toute l'opposition a dit qu'il va être censuré à l'automne? Je crois qu'Emmanuel Macron a quand même si souvent on dit qu'il est suroptimiste et un peu hors sol, il a quand même vu ce qui peut se passer à l'automne. L'enchaînement qu'il peut y avoir, c'est une motion de censure, un nouveau Premier ministre, mais qui voudrait du poste? Et puis à ce moment-là, si jamais il y a pas, Arlette a 2-3 idées. Si jamais il n'y a pas de budget, pendant des semaines comme c'est arrivé il y a quelques mois, l'attaque spéculative des marchés contre la France est immédiate. On emprunte déjà plus cher que la Grèce, et donc ça serait quoi? Crise politique, crise financière en même temps. Et pourquoi pas crise de régime? Parce que si vous avez une attaque spéculative comme l'ont eu les pays du Sud, et ben à ce moment-là, il y aura
dans l'ensemble de la classe politique, me semble-t-il, en tout cas une partie sauf Renaissance, et peut-être du côté du patronat, la question d'une présidentielle anticipée. D'une présidentielle anticipée. Ça, Emmanuel Macron, je pense, le sait. Attaque spéculative, c'est dramatique, on l'a jamais connu. Les retraites baissées, les salaires des fonctionnaires baissés. Dans ce cas-là, on remet tout à zéro et on dit c'est aux Français de choisir, pourquoi pas un nouveau président. C'est aussi une manière de renvoyer les oppositions à leur responsabilité. C'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'il y aura de motion de censure, parce que ceux qui en prendraient l'initiative d'une crise financière que vous évoquez, qui ferait que le pays devient ingouvernable d'une certaine façon. Et puis ça veut dire que si on est dans un contexte de crise financière, il y a probablement, malheureusement, les remèdes grecs, espagnols, portugais à la clé. Et ça sera pas 1% de baisse de pouvoir d'achat. Ça sera des ordres de grandeur beaucoup plus importants. Frédéric Souillot, peut-être pas de censure, mais certainement une rentrée sociale houleuse, agitée. Ah mais non, mais on va pas pouvoir laisser les choses comme cela. Je l'ai écrit hier dans un communiqué. On va se voir, on va discuter, même cette semaine, entre organisations syndicales, et on va faire une riposte, au moins à la hauteur de l'attaque qui est contre les travailleurs. La suppression des 2 jours fériés. Alors, on ne sait même pas si à la fin, ces jours fériés vont être rémunérés ou s'il y aura une contribution des entreprises. Pour les entreprises, le patronat hier, pour eux, ils ont gagné €1 million. La contribution des entreprises. Oui, enfin, elle le dit. Comment est-ce qu'elle le chiffre ? Comment est-ce qu'elle le chiffre ? Moi, j'ai rencontré des patrons hier soir. Je leur ai dit, vous êtes les gagnants de l'euro million. Certains diraient même l'euro milliard, avec les 211 milliards d'aides et de niches fiscales. Et vous, il commencez à connaître un peu la manière de faire de François Bayrou. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il fait exprès d'être flou pour après aller à la négociation avec vous et Oui, mais je vous supprime 2 jours et puis à la fin, je vous en laisse un seul. Ce serait pas un peu malin de faire ça ? Non, c'est pas malin du tout, parce que après nous parler de concertation quand vous faites déjà des annonces, c'est comme si quand je veux aller négocier des salaires, je dis je veux 15% d'augmentation et puis à la fin je vais signer à 7,5. François Bayrou, il faut qu'il apprenne un petit peu la négociation, notamment avec les interlocuteurs sociaux. Ça va commencer. Merci beaucoup, merci à tous les 6. C'est la fin de ce grand dossier. Frédéric Dabi, on vous retrouve à 22h pour cette enquête très attendue sur la réaction des Français à ces propositions de François Bayrou.